Bonjour à tous et merci d'être venus à cette quatrième journée de la semaine d'ATSHS et je m'excuse pour ce léger retard accusé. Donc aujourd'hui, c'est une journée particulièrement complète avec différentes présentations. Ce matin, on aura donc les données au niveau de la gestion, toujours la gestion des données, mais en termes de dépôt et diffusion des données. On aura aussi une présentation sur l'ingénierie sensible. Et après, dans l'après-midi, on aura d'autres présentations plus aussi intéressantes que celles de ce matin. Donc, sans plus tarder, je vais commencer ma présentation sur valoriser les données de la recherche en sciences humaines et sociales. Donc, cette présentation fait partie un peu de la grande thématique de la gestion des données. Donc, je préfère faire un rappel à chaque fois pour que vous sachiez qu'il y a toujours un lien entre les différentes thématiques. On parle de la gestion des données sensibles, de la rédaction d'un plan de gestion de données ou du dépôt ou de la diffusion des données. Tout cela fait partie, on dira, du cycle de données. Avant de parler de la valorisation de ces données en recherche en sciences humaines et sociales, je parlerai d'abord de qu'est-ce que c'est que les données de la recherche en sciences sociales. Ce sont, en fait, je n'irai pas dans des définitions de l'OCDE où on parle de données factuelles et autres, mais je présenterai plutôt la complexité de ces différentes données, puisque en sciences humaines et sociales, nous avons différentes disciplines. Il n'y a pas qu'une seule discipline en sciences humaines et sociales. Donc, c'est pour ça que ça fait en sorte que ces données sont assez complexes et variées. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a la diversité des théories, des méthodes, des cultures, des questions dans la recherche. Donc, ce qui fait que c'est ça qui fait la complexité, la variété, je dirais aussi la richesse de ces données. Donc, pour la valorisation aussi passe par la compréhension de ces données, donc identifier le degré de variation, les méthodologies transversales, donc ça dit comment ces données, l'analyse poussée de ces données permet de savoir comment elles ont été collectées, comment elles ont été gérées, comment elles ont été utilisées, comment elles ont été interprétées, divulguées, réutilisées, déposées, conservées. Tout cela permet en fait aussi de comprendre justement le degré d'identification, de variation, les méthodologies transversales et autres méthodologies qui pourraient être utilisées ou adaptées aux contraintes locales et à la possibilité de transférer ou de déposer ces données. Donc là, c'est un peu la présentation de ce que c'est, à mon sens, donc les données en recherche, dans la complexité des données en recherche, en sciences humaines et sociales, Et voilà, pourquoi déposer ces données, mais comment les valoriser? Ce qui nous amène à la question suivante. Pourquoi déposer et diffuser les données de recherche? Pourquoi réfléchir, je produis les données, donc ça veut dire que je crée, soit je passe des entretiens en fonction de la discipline, je crée un questionnaire. Pourquoi après je dois réfléchir pour déposer ces données? Je peux juste ne plus m'en préoccuper après mon projet de thèse, après un projet de recherche. Mais il est important aussi de savoir si ces données sont utiles, pourquoi pas les déposer ou les partager. Donc, déposer et diffuser les données de recherche suppose que, en fait, on voudrait qu'il y ait une réplicabilité. Donc, c'est permettre la reproduction et la validation des résultats. Et puis, donc, c'est aussi, là, c'est un petit saut de ligne, je vais dire, c'est aussi éviter de refaire ce qui a déjà été validé. Parce que parfois, lorsqu'on a une thématique, on se dit, elle est nouvelle, il n'y a pas de données. On ne cherche pas assez. On est parfois pressé de produire ses propres données. On ne cherche pas s'il y a déjà eu des données disponibles. Donc, on crée juste une enquête alors qu'il y a déjà des données disponibles. Ça éviterait donc tout ce travail de collecte de données. Déposer aussi signifie, en fait,
préserver, donc conserver ces données, donc retrouver facilement les données. Et les données, ça veut dire même celles qu'on a utilisées, ça peut servir pour nous en tant que chercheurs. Ça veut dire que si j'ai eu à travailler sur une thématique et plus tard j'aimerais continuer, il faudrait que je sois à même de retrouver les données que j'ai produites et aussi de savoir comment j'ai traité ces données. Parce qu'il ne suffit pas seulement de retrouver, mais se rappeler, parce qu'après des analyses, on peut oublier. Il faut aussi que on soit en mesure de retrouver soi-même ces données. Ou alors, de pouvoir, ça pourrait arriver, certains de la salle vont sourire parce que j'ai eu un petit souci récemment, mais ça pourrait aussi arriver, par moi personnellement, je dirais, mais à certains d'entre nous, de perdre les données. Ça peut arriver que l'ordinateur ne fonctionne plus, ça peut arriver qu'on perde la clé USB, ça peut arriver. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, donc ce qui fait qu'il faut éviter la négligence vis-à-vis des données. Et donc, il faut penser à les déposer quelque part, mais dans un on dira, je dirais, un support, quelque chose de sécurisé. Peu importe ce qui va se passer, mais on peut être en mesure de retrouver ces données. Déposer, diffuser les données, c'est aussi la création de nouvelles connaissances, enrichir un peu le domaine scientifique. Puisque si on a une nouvelle thématique, ça ouvre plusieurs perspectives. Ça permet aussi de déclencher des collaborations. Par exemple, parfois, lorsqu'on a un sujet, on peut aller le présenter à un séminaire et quelqu'un d'autre peut être intéressé, ça crée des collaborations pour plus tard. Donc c'est vrai qu'à travers aussi la communication, c'est une façon de diffuser, donc de faire connaître ses travaux, de faire connaître aussi ses données. Il y a aussi la visibilité, donc le fait de devoir diffuser ces données, ça permet la visibilité, ça permet aussi d'enrichir une demande de financement. Donc tout ceci, ce sont plusieurs raisons, je ne dirais pas qu'elles sont exhaustives, mais ce sont les différentes raisons qui peuvent amener à déposer et diffuser ces données de recherche. Donc pour résumer, je dirais la réplicabilité, l'innovation, la collaboration et la valorisation. Donc, ce sont différentes raisons qui peuvent amener à diffuser et déposer ces données. Une fois qu'on se pose la question pourquoi déposer, on se dit maintenant où déposer les données. Où déposer les données, il y a différentes solutions ou je dirais lieux, entre guillemets, que ce soit physique, virtuel, pour déposer les données. Mais j'ai sélectionné des modes qui pourraient, je dirais, qui pourraient être pérennes en quelque sorte pour déposer les données. Il y a ce qu'on a donc il y a des ressources complémentaires. Donc parfois dans des revues, on peut demander à quelqu'un, par rapport à son article, d'annexer son corpus, son questionnaire qui a servi pour les analystes. Donc, c'est ça qui fait partie des ressources complémentaires pour comprendre l'article. Il y a aussi des data papers. Avec les data papers, c'est aussi vraiment sur les données, c'est les publications. Et il y a les entrepôts de données. Et les entrepôts de données, ce sont en quelque sorte des plateformes qui permettent de déposer, d'écrire, conserver, rechercher et diffuser des jeux de données. Et c'est ce qui fait l'objet un peu de ma présentation aujourd'hui, donc parce que Progedo est une plateforme, est un entrepôt de données. Donc, ce qui fait que je ne détaillerai pas les deux premiers, mais je m'attarderai plutôt sur les entrepôts de données, particulièrement sur Progedo. Pour les entrepôts de données, il en existe plusieurs en fonction des thématiques. Donc, il y a des entrepôts thématiques, il y a des entrepôts multidisciplinaires, qu'on peut parfois aussi dire généralistes ou interdisciplinaires, peu importe le synonyme qui est utilisé. Il y a des entrepôts institutionnels.
Et puis, il y a des entrepôts spécifiques à l'éditeur et même des entrepôts spécifiques à un projet de recherche. Ça peut aussi y arriver. Et là, j'ai donné quelques exemples des différents entrepôts qu'on peut trouver pour déposer les données. Nakala, Ketele, Progedo sont un peu plus sur des données, je dirais, en SHS. Donc, pour le dépôt des données en SHS. Et donc, comme je disais, je vais m'attarder sur un entrepôt de données en SHS qui est Ketele, Progedo. C'est quoi Ketele, Progedo? Donc, Ketele, Progedo est un entrepôt et en même temps un catalogue de données. Donc, on est sur la plateforme Ketele, Progedo. C'est aussi un catalogue dont on peut avoir accès aux données. On peut regarder les métadonnées des différents jeux de données. Donc, c'est aussi... et Ketele, Progedo fait partie de l'infrastructure de recherche Étoile Progedo et est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le CNRS en collaboration avec l'Institut national d'études démographiques. Pourquoi j'ai précisé que c'est financé? Parce que la durabilité d'un entrepôt est aussi liée au soutien financier qu'il reçoit des institutions publiques. Parce que lorsque un entrepôt n'est pas soutenu, sa durabilité, donc il ne peut pas mettre long dans le temps. Et ce serait dommage pour ceux ou des chercheurs qui auraient déposé leurs données. Ketele, Progedo aussi propose plus de 1600 jeux de données qui sont issus de l'INED dont j'ai donné la définition et aussi de la DISP qui s'occupe des statistiques publiques, et généralement ou principalement des données de l'INSEE. Pourquoi choisir Progedo? Parce que déjà, il utilise donc le standard DDI, qui est un standard international et qui est conçu pour les données en sciences sociales. Et aussi parce que il y a la possibilité de renseigner jusqu'à 80 champs. Donc, ça veut dire que si quelqu'un doit créer un dictionnaire de variables, il a vraiment la possibilité de décrire différents champs donc, de ces variables. Avant d'entrer dans les détails de dépôt ou les procédures de dépôt de Ketele, il est important aussi de savoir, puisque nous sommes, je dirais, on est tous en sciences humaines et sociales, il est important de savoir qu'est-ce qu'un DDI, à quoi est-ce que ça sert un DDI. Donc, un DDI est donc une norme internationale, comme j'ai dit auparavant, et cette norme internationale permet de décrire les données issues d'enquêtes, d'autres méthodes d'observation en sciences sociales, donc permet de décrire le projet dans le cadre duquel les données ont été collectées. Donc, ça permet d'avoir vraiment des informations assez détaillées, des données issues d'enquêtes et méthodes en sciences sociales. Donc, le DDI permet aussi de décrire des fichiers de données, de décrire des variables de fichiers et autres, dont aussi lier des publications. Donc, s'il y a eu des publications, lieu des publications, donc ça veut dire que si les données ou la recherche a donné lieu à des publications, c'est bien de lier ces publications toujours dans l'optique de valorisation des travaux. Qui peut déposer ces données ou diffuser ces données sur l'entrepôt? Tout chercheur doctorant qui a donc un corpus de données. Et de quelles données, donc, quel type de données on peut déposer à Progedo? Les données quantitatives essentiellement, parce qu'à Progedo, on est plus sur des données quantitatives, pardon. Et il y a aussi la possibilité, mais là c'est une autre institution qui s'en occupe, le CDSP, qui s'occupe de Bicali. Donc il y a la possibilité de déposer des données qualitatives sur cette plateforme-là. Et comment donc, quelle diffusion
Donc, à qui s'adressent donc ces données? À la communauté scientifique. Donc, si d'autres personnes, je prendrais par exemple un cabinet d'études qui veut accéder à des données, à partir de QTLS, ce ne sera pas possible parce que ces données sont limitées seulement aux chercheurs, donc chercheurs doctorants ou étudiants en master de recherche. Et aussi, voilà, il y a bien sûr, même si c'est, bien que ce soit, on va dire, dédié aux chercheurs, il y a quand même un engagement à signer, je dirais comme ça, et après aussi une habilitation pour des données pseudonymisées. Maintenant, je vais vous présenter, la suite, ce sera vraiment sur tout ce qui concerne processus de dépôt et autres sur ce projet d'eau. Donc, pour déposer les données, il faudrait dans un premier temps préparer les données, ensuite préparer la documentation et enfin transférer les données. Ça, c'est un peu quelques étapes qui doivent être respectées pour déposer ces données. Donc, lorsqu'on a un projet de dépôt de données, voilà ce qu'il est demandé en amont de faire pour déposer les données. Les données, sous quel format elles sont acceptées? Donc, les données peuvent être acceptées sur un format CSV, R, SAS, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un large champ, donc peu importe le logiciel qui a été utilisé pour traiter, parce que tout ça, chacun d'entre nous a, on va dire en quelque sorte, un logiciel ou un outil informatique avec lequel il est à l'aise. En fonction de ça, on permet aux chercheurs de pouvoir déposer leurs données sous différents formats. Et il y a quand même quelques règles, on appelle ça les bonnes pratiques, pour préparer ces données. En dehors du format, il faut que donc, le nom des fichiers ne doit pas contenir d'espaces ni de caractères spéciaux. Donc, pour distinguer, par exemple, je prends un exemple, pour distinguer les mots, vous pouvez mettre une majuscule ou, on dit en français, barre de 8 ou underscore pour ceux qui, voilà. Donc, par exemple, si vous avez, vous pouvez écrire mon fichier tout attaché ou mon underscore fichier. Donc, ça, c'est un peu ce que vous pouvez faire, mais pas d'espace ni de caractères spéciaux. Il ne faut pas que le nom de fichier excède 32 caractères. Donc, il y a aussi une limite au niveau des caractères du nom du fichier. Et ensuite, il faut nommer les variables sans utiliser d'accent et d'espace. Le premier caractère, par exemple, le premier caractère est une des 26 lettres de l'alphabet. Donc, pour le premier caractère, il faut choisir une des 26 lettres de l'alphabet. Les autres caractères peuvent être des lettres de l'alphabet, un chiffre. Donc, une fois qu'on a choisi l'une des lettres comme premier caractère, après, on peut faire un choix de mettre un chiffre ou encore un autre, ou d'autres lettres. Donc, ça, c'est le deuxième point à respecter, donc la règle à respecter, donc au niveau du nommage des variables. Donc, ne pas utiliser d'accent, pas d'espace. Ensuite, il faut vérifier que les données ont bien été pseudonymisées ou anonymisées. Ce qu'il faut comprendre, de toute façon, lundi, différentes techniques ont été présentées pour protéger les données sensibles. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que au niveau de projet d'eau, les données considérées sont beaucoup plus les données pseudonymisées. Après, c'est vrai que les données anonymisées sont aussi acceptées. Mais après, c'est souvent aussi plus intéressant, je dirais comme ça, des données pseudonymisées. Et pour les données, ça c'est juste à titre
informatives. Les données sensibles ou les données confidentielles, généralement, donc les données qui ne sont pas, je dirais, non anonymisées, il existe tout un processus pour ces données-là. Et ceux qui ont à travailler sur ce type de données ont accès à ce qu'on appelle souvent le CASD, une box CASD, donc pour accéder à des données confidentielles. Mais bon, ça fera partir d'une autre présentation. Donc voilà, une fois que voilà, ces différentes règles ont été respectées, ça veut dire on a mis ces données sur un certain format, le format qui nous convient, on a nommé des fichiers, nommé des variables, vérifié que les données ont été bien anonymisées ou pseudonymisées. Maintenant, il faut préparer ce qu'on appelle la documentation ou les métadonnées, parce que quand on parle de métadonnées, on parle aussi de la documentation. C'est toujours, on pourrait dire que c'est synonyme, on parle de la documentation. Dans la documentation, voilà, il y a une notice déjà téléchargeable en ligne. Je ne sais pas si je peux mettre en pause. Et juste pour vous faire voir la notice. Bon, là, je vais sur le site de Progedo juste pour vous faire voir donc, voilà, comment il se présente. Alors, vous voyez ici, il y a par exemple déposer des données. Donc, à déposer les données, normalement, il doit y avoir une fiche qui doit... Voilà. Donc ici... je pense que... Allez. Donc ça, c'est la notice pour la description des données. Donc vous pouvez la voir, je ne sais pas si tout le monde voit, mais bon, vous pouvez la voir sous format Word et tout. Et ça, c'est un peu la notice à remplir pour... Donc on voit bien qu'il faut donc le résumé, qui est le titre de l'enquête, qui est producteur. Si c'est une institution qui a financé, il faut préciser. Et tout un ensemble de choses. Donc, dans le résumé, le but, la nature, les limites de la collecte, ainsi de suite. Les mots-clés associés aux données, la date de collecte. Et ce qui est aussi là, c'est qu'il faut savoir, lorsqu'on veut déposer les données, on doit aussi faire un choix. Qu'est-ce qu'on dépose, qu'est-ce qu'on ne dépose pas? Est-ce qu'on dépose tout? Mais on ne peut pas tout partager lorsque on a des données, et surtout s'il y a des données, on va dire sensibles. On ne va pas se mettre à, même si on veut déposer des données, on ne va pas se mettre à donner des informations qui peuvent faire en sorte que les individus soient identifiés. Donc il faut toujours penser, même quand on dépose, penser à protéger les informations personnelles. Par exemple, si on a fait une enquête, on ne va pas dire en déposant les données, on ne dira pas qui était chargé, qui était chargé de l'enquête, à quelle heure a eu lieu l'enquête, donc ce genre de choses, c'est pas. Donc même en déposant les données, il faut savoir quoi déposer, donc et ne pas. De toute façon, le Progedo va veiller à ce que ces informations ne soient pas divulguées. Donc, du moins parce qu'il y a toujours une discussion avant le dépôt des données, pour éviter justement que des données personnelles se retrouvent partagées n'importe comment. Donc là, je vais revenir, c'était juste pour vous montrer un peu la notice à remplir. Non. Ce qu'on avait fait. Donc, voilà. Donc, on était sur, il faut remplir donc la notice. On a vu un peu titre, résumé, date de collecte des données, méthode de collecte, mode d'échantillonnage. Parce que c'est aussi important de renseigner tout cela. Comment est-ce que ou bien voilà, quelle période est-ce que les données, parce que lorsqu'on fait des analyses, c'est important de savoir, surtout en fonction des thématiques, quand est-ce que les données ont été collectées, est-ce que c'est en juin, septembre et autres.
Il est aussi important de savoir comment ça a été collecté. Est-ce qu'on a mis une enquête en ligne? Est-ce que c'était une enquête téléphonique? Est-ce que c'était en mode face à face? Donc, tout ça, il faut renseigner parce que c'est important. Que ce soit pour ceux qui vont réutiliser les données, mais pour le chercheur lui-même. Voilà. Et puis le mode d'échantillonnage, qu'est-ce qui a été utilisé? Est-ce qu'on a attribué la même probabilité aux individus d'être sélectionnés? Ou est-ce que, voilà, donc il y a tout un ensemble même les techniques qui ont été utilisées, il faut renseigner. Donc établir un dictionnaire des variables, ça veut dire, donc, on a des variables, il faut aussi, parce que généralement lorsqu'on veut faire des traitements, on a tendance à recoder des variables, on réduit, on donne le nom qu'on veut, parce que ça nous facilite aussi au niveau des analyses, mais c'est important de renseigner ces variables, de dire, voilà, telle variable, si je sais pas, si âge, j'ai mis un âge, il faut que je précise, c'est âge ici, voilà, il faut bien décrire les variables et le nom qu'on a attribué à chaque variable. Et si on a utilisé, voilà, comme j'ai précisé, si c'était une enquête, il faut aussi fournir le questionnaire parce que tout ça, toutes ces informations sont importantes pour qui voudra, je dis toujours, c'est dans deux sens. Qui voudra utiliser les données, que ce soit le chercheur lui-même ou un autre chercheur. Donc voilà, il y a aussi, si jamais il y a une autre documentation, un document autre que le questionnaire et autres, il est important de fournir aussi. Donc voilà, parce que ça peut apporter une information complémentaire ou une meilleure compréhension du projet. Donc par exemple, s'il y a eu un guide d'utilisation, il faut fournir. S'il y a voilà, un fichier, il faut fournir autre chose. Donc ici, j'espère que ça me fera aller voir un peu comment c'est sur projet d'eau, dans tous les détails. Donc voilà, vous voyez ici, on a différents champs renseignés. Le pays, ça c'est sûr, voilà, l'enquête emploi en continu. Ça, on peut trouver aussi cette enquête sur l'INSEE, mais la différence est on ne voit pas, pardon. Je pense que je dois faire alors, ah oui. Je pense que je dois sortir en mode présentation et comme ça, voilà. Est-ce que c'est là, c'est bon, merci. Donc je disais, ici c'est l'enquête emploi en continu. Cette enquête, on peut trouver aussi sur le site de l'INSEE. La seule différence, si vous voyez entre parenthèses ici, c'est version FPR. Donc c'est vraiment pour la recherche, à des fins de recherche. Ça veut dire que les données, on a une information plus complète de cette enquête sur le catalogue projet d'eau que sur le site de l'INSEE. Parce que l'INSEE a des enquêtes et peut décider quelle partie attribuer ou accorder à la communauté scientifique. Donc, ce qui fait que ces données, peu importe qui, en dehors des chercheurs bien sûr, et en passant par QTLEB, les gens, même s'ils adressent des demandes à l'INSEE, bien que l'INSEE soit, je pourrais dire, producteur, voilà, on voit bien ici, producteur de données, l'INSEE va renvoyer vers QTLEB pour des données un peu plus détaillées. Mais ce qui fait que, comme je disais, les cabinets d'études ne peuvent pas avoir accès à ces données. Si ce n'est pas, voilà, s'il n'y a pas un chercheur, on va dire. Donc voilà un peu les détails pour les données d'enquête. On voit bien, et vous voyez bien qu'ici, à chaque fois, on a le résumé, un peu comme on a vu pour la notice, les champs qu'il fallait renseigner, le résumé, s'il y a des détails, les variables, les données, la documentation. Après l'accès, ça c'est pour ceux qui voudront accéder aux données à travers QTLEB. Donc ici, on a aussi la couverture géographique, où est-ce que ça a été fait, ou bien quel champ a été couvert, l'unité géographique, l'unité d'analyse, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment toutes les informations. Vous voyez, même la période de collecte est précisée. Et même le libelle, donc on dit collecte en continu toute l'année. Donc, on a mis 2022, donc ça veut dire que c'est toute l'année. Si c'était juste sur une période limitée, ce serait précisé.
Et ici, il y a la fréquence. C'est vrai, on dit collecte en continu toute l'année, mais on précise aussi fréquence de collecte trimestrielle, même si c'est toute l'année, mais c'est chaque trimestre. Et là, procédure d'échantillonnage. On explique justement comment ça a été fait. Par exemple, ici, ils présentent 2 caractéristiques, dont l'échantillon de l'enquête est un échantillon de logement et non d'individu. Donc, il présente 2 caractéristiques, il est aléatoire et rotatif. Donc, toutes ces informations, il faudra les renseigner parce que c'est important pour comprendre qu'est-ce qui a été fait pendant l'enquête. Donc, ça, c'est un peu la façon dont comment on doit remplir la documentation. Pour revenir à ma présentation. Voilà. Je ne vais pas parce que ce serait aussi plus ou moins pareil au niveau de... Bon, je vais cliquer là-dessus, si j'ai encore assez de temps. Donc, présentation. Je peux être sûr. Là, il s'agit des données, tout à l'heure, on a vu des données d'enquête. Là, ici, il s'agit des données historiques. Ici, c'est sur les paroisses et communes de France. Donc, on voit que les données vont donc, ça, c'est une période donc, entre 1250 et 1982. Donc, là aussi, on a tout un détail. On a le résumé, on a le détail de... Voilà, si on regarde, on est France, et là, ça a changé. On n'est plus sur une couverture géographique plus grande, mais on précise le département, l'unité géographique, donc c'est la paroisse ou la commune, et ensuite l'unité d'analyse, voilà, tout est décrit, l'univers, le type de données, ainsi de suite, la dimension temporelle. Donc tout ça, c'est à renseigner. Ça, donc ça montre que peu importe le type, que ce soit les enquêtes, que ce soit on doit toujours bien renseigner les informations, bien décrire les données. Et on va dire généralement les chercheurs, quand il faut déposer et qui n'ont pas fait ce travail en amont, c'est souvent, ça demande beaucoup de temps parce qu'une fois qu'on a, on va dire, on a fait ces analyses, on n'a plus envie de rentrer dans les données pour regarder qu'est-ce que j'avais mis, j'avais abrégé, comment est-ce que je retrouve ce que j'avais mis. Donc, ce serait important de faire ce travail avant pour ne pas... Voilà, pour que si on veut déposer les données, qu'on ne soit pas embêté, on va dire comme ça, qu'on ne trouve pas que ça demande trop de temps, donc après, on abandonne et on n'a plus envie de déposer les données, donc de partager. Donc là, je vous ai montré un peu, voilà, c'est quoi, donc comment préparer la documentation dans les métadonnées pour déposer. Donc on a vu, donc le processus, c'est préparation des données, préparation de la documentation et maintenant le troisième point, le transfert de données. Donc pour le transfert de données, ici, le transfert de données simple, ça se fait par un système sécurisé de transmission de fichiers, File Sender. Donc, et avec File Sender, il y a la possibilité même de... je pense que j'en ai parlé à la présentation sur les données sensibles lorsqu'on parlait de pseudonymisation, dont je disais, parfois il y a la possibilité de créer même une clé donc, ou un mot de passe. Donc sur File Sender, lorsqu'on télécharge les données, qui a accès aux données, on peut mettre un mot de passe et ne donner le mot de passe qu'à la personne. Et il y a une date, un délai d'expiration, donc si la personne ne télécharge pas les données avant, elle ne pourra plus accéder après. Il faudrait encore recréer un nouveau lien, un nouveau code pour que la personne puisse avoir accès à ces données. Donc voilà un peu comment donc, transférer les données à Quetelet Progedo. Ça se fait à travers File Sender. Donc une fois que les données ont été transférées, donc les ingénieurs de l'équipe Progedo à DISP, parce que particulièrement, il faut que je précise, à Progedo, ceux qui s'occupent beaucoup plus de cette partie de dépôt de données, c'est la DISP.
Donc, je disais qui est plus sur les données, généralement, qui gère un peu les données de l'INSEE. Donc, après vérification, donc, lorsque vous transférez lorsque le chercheur transfère les données, donc l'équipe ADISP donc, vérifie, examine les données, la documentation, voir si toutes les exigences sont respectées. Et ensuite, il y a une convention qui est signée entre Progedo et le producteur de données. Donc, le producteur de données, ça peut être le chercheur, donc peu importe où une institution. Donc, c'est qui a produit les données, enquête par enquête ou autre, c'est le producteur de données. Et là, je vais, pour ceux qui sont en train de prendre juste un instant, parce que je vais vous montrer à quoi ressemble la convention. Donc, c'est un exemple de convention entre Progedo et le producteur de données. Encore sortir. Donc voilà comment est-ce que tout le monde voit la... Ok. Donc voilà un peu comment se présente la convention entre, donc lorsque tout a été vérifié, le chercheur a respecté toutes les étapes pour déposer les données. Après voilà comment se présente la convention. Donc on voit bien que convention après en fonction du nombre de si c'est la première, voilà, relative à la fourniture de données d'enquête par institution ou au département que les projets d'eau. Je ne vais pas tout lire, donc ça engage un peu l'Institut de recherche et autres et le CNRS. Donc, il y a tout un ensemble de choses, le préambule, l'article 1 dont l'objet de la Convention, la définition des données susceptibles d'être diffusées aux chercheurs par la plateforme que tel est. Et là, vous voyez bien que il faut détailler les fichiers de données déposés tout doit être détaillé. Et ici au niveau de, je dirais l'article 2, on voit bien que si les données ont été bien anonymisées, elles ne sont plus soumises au RGPD. Donc le RGPD ne s'applique plus puisque les personnes qui ont participé à l'enquête ne sont plus identifiables. Donc voilà. Et voilà, il y a tout un ensemble de choses, des modalités, donc article 3, modalités pour la fourniture des données au département, les conditions de la mise à disposition, et voilà, publicité de la convention, tout un ensemble. Donc voilà comment se présente la convention entre Progedo et le fournisseur ou le producteur, je vais dire comme ça, de données. Voilà, je vous ai montré la convention. Donc après, il y a une chose, c'est que même si Progedo, on va dire, permettez-moi l'expression, récupère les données, mais la propriété reste celle des auteurs et des producteurs de données. Donc Progedo ne s'accapare pas de cette propriété-là. Donc voilà, et une fois que la convention est signée, les données sont rapidement diffusées. Donc, ce qui prend plus de temps, c'est toute la procédure dont j'ai parlé, préparer les données, après examination, validation et tout. Mais une fois que c'est fait, les données, voilà, dans le mois qui suit, les données sont diffusées. Et puis, c'est l'équipe dont je dirais les ingénieurs ou l'équipe de Progedo ADISP qui va s'occuper donc de renseigner toutes ces informations dans le catalogue. Vous avez vu, je vous ai montré tous les champs qu'il fallait remplir
Une fois que vous avez fourni la documentation, maintenant l'équipe ADIS s'occupe de mettre ça dans le catalogue, que ce soit le résumé, la documentation, les variables, tout ça, toutes ces descriptions-là, c'est l'équipe ADIS qui s'en occupe. Et ensuite, il y a aussi un identifiant qui est attribué au chercheur, qui est attribué à chaque jeu de données. Dans tout ceci, donc après le transfert, ce que j'ai expliqué, c'est un peu le cadre technique et théorique. Donc j'ai fait un petit résumé de ce cadre technique et théorique parce que le transfert en soi, c'est la transmission de fichiers à travers FileSender. Donc le cadre, au niveau du cadre, bon, il y a un petit souci avec... Juste, je suis un peu maniaque, il faut que je corrige juste une petite chose là. Bon. Encore. Donc, au niveau du cadre technique, on a, voilà, donc, comme je disais auparavant, on attribue un identifiant unique au jeu de données ou à la documentation. Et donc, ensuite, il y a une intégration. Après l'attribution de l'identifiant, il y a l'intégration de la référence dans l'application de commande. Donc, l'application de commande, ça va permettre, en fait, pour les utilisateurs, donc ceux qui auront besoin de commander ces données, donc ils vont passer donc par l'application de commande sur Projedo. Je vais éviter de sortir de la présentation pour vous montrer encore l'application de commande. Et donc au niveau de l'application, l'accès est restreint. Bon, je vois une petite erreur, mais c'est licence pour, je pense que vous avez deviné, licence, engagement des utilisateurs. Et puisque les données lorsque les données sont pseudonymisées, on a vu que ce sont des données qui restent toujours des données à caractère personnel. Donc, ce qui fait que on ne peut pas permettre, donc pour les données encore pseudonymisées, l'accès est vraiment, il y a tout un contrôle de la part d'ADISP avant d'attribuer ces données-là. Par contre, quand c'est non anonymisé, c'est un peu, on va dire, la procédure est un peu plus facile, elle est moins complexe que celle des données pseudonymisées. Donc, voilà, dans l'intégration de la référence, ça signifie l'accès restreint, donc en fonction des données qui sont demandées, le suivi des projets, parce qu'il faut savoir que des chercheurs qui voudront utiliser ces données, ils devront aussi décrire leur projet, pourquoi ils veulent ces données-là, dans quel but, quand ils passent la commande. Et après, il y a la possibilité donc de faire des mises à jour de ces données ou des métadonnées, parce que s'il y a une évolution, l'équipe ADISP met à jour les informations. Donc, ça fait que, c'est pour ça que parfois, certaines enquêtes, imaginons l'enquête emploi continu qu'on a vu précédemment, si jamais il y a une nouvelle, une nouvelle version, donc si l'enquête a eu lieu en 2023 ou aura lieu en 2024, voilà, s'il y a des données déjà disponibles, l'équipe d'ADIS mettra donc les informations à jour en fonction aussi de ce qu'ils vont recevoir comme information. Donc ça c'est le cadre technique dans l'attribution d'un identifiant, l'intégration de la référence, la possibilité de mettre à jour. Pour le cadre juridique, ou les cadres juridiques, on a vu qu'une convention était signée. Donc une fois que tout avait été examiné et que tout avait été validé, la convention était signée entre Projedo et l'Institut de recherche, de l'équipe de recherche. Après, il y a la signature de l'engagement des utilisateurs, un peu comme je disais, utiliser les données, voilà. C'est vraiment dans une finalité scientifique, respecter les règles de l'art du secret statistique, donc par rapport à certaines données, il faut vraiment faire attention à comment on les utilise et il faut citer les sources de données. Et puis voilà, donc ça c'est un peu sur la partie, donc c'était juste là, c'est un peu répétitif parce que c'est un résumé de ce que j'ai dit au niveau des transferts de données. Donc ce que je dirais de manière générale, voilà un peu comment
comment se passe le dépôt et la diffusion des données sur la plateforme Projedo. Et ceux qui ont pu suivre la présentation sur le plan de gestion de données, vous pouvez voir qu'avec ce que j'ai décrit, c'est pas très différent de ce qu'on doit mettre dans le plan de gestion de données. Parce que dans un plan de gestion de données, on constitue des métadonnées. Parce qu'on décrit tout ce qui a été dit là, on décrit ça dans un plan de gestion de données. Comment est-ce que les données ont été collectées, qu'est-ce qu'on va en faire et tout. Donc, en fait, tout le cycle de vie de la donnée, c'est dans le plan de gestion de données. C'est pour ça que je reviens. C'est vrai que c'est pas le but aujourd'hui, mais je préfère toujours faire le lien pour dire que ceux qui peuvent, c'est toujours important de faire un plan de gestion de données pour avoir toutes les informations de ces données et pouvoir les déposer plus facilement, peu importe, même si ce n'est pas sur Projedo, même dans un autre entrepôt. C'est bien de renseigner ces données. Je vous remercie. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Oui. Ma question est celle-ci. Je me demande si, pour la valorisation des données, les dépôts des données, si ça ne peut pas être, si c'est essentiel, ou bien s'il faut le faire à la fin du travail ou bien tout au cours. Parce qu'on a déjà collecté les données, on a tout, alors on a fini ce travail, et on veut les valoriser en les déposant chez Projedo. Est-ce que c'est cela? Je dirais qu'on peut faire ce travail après, mais c'est toujours, ça prend toujours du temps parce qu'une fois qu'on a fini son analyse, on a rédigé, ça devient souvent compliqué de se remettre dans cette partie de description des données. Ce serait bien, même sans le plan de gestion de données, parce que le plan de gestion de données, comme on l'a vu hier, je pense que vous étiez là quand on l'a vu hier, il faut commencer dès le départ. À peine on commence un projet, il faut penser au plan de gestion de données. Et le plan de gestion de données évolue au fur et à mesure que le projet aussi évolue. Donc, ce qui fait que lorsqu'on a déjà une idée, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va utiliser un questionnaire? On renseigne. Est-ce que le questionnaire sera administré en ligne, face à face, téléphonique ou par voie postale? On renseigne. Quelle est la méthode d'échantillonnage qui sera appliquée? On renseigne. Donc, en fait, tout ça, ça peut être fait avant. Maintenant, laissons le plan de gestion de données. Imaginons que, c'est juste, le questionnaire. Mais lorsqu'on fait un questionnaire, on a déjà les questions du questionnaire. Donc, ça veut dire que, en fonction, je dirais bien en fonction des outils de sondage qu'on utilise, ça dépend aussi de comment on peut récupérer de la métadonnée. Si on fait un questionnaire, par exemple, je prendrai sur Lime Survey, on peut exporter si je dis, par exemple, si ça a été fait en ligne, parce qu'on crée le questionnaire avec Lime Survey, les gens répondent au questionnaire, on peut exporter les réponses sous différents formats, CSV, Excel, on exporte ces informations, donc ça veut dire, et donc, si les variables, il y a différents items, donc s'il y a différentes réponses, ça va constituer des colonnes. Donc, ça fait que quand on va exporter les données, on a déjà quand même une partie des informations concernant le questionnaire. Donc, ça veut dire que si on doit décrire les variables, on a déjà les informations de notre questionnaire. Mais moi, je dirais c'est bien de pouvoir le faire avant. Parce que c'est toujours, je dirais, c'est moins de travail. En fait, ça aide parce que parfois, lorsqu'on a des données, on veut toujours vite les analyser, on a l'impression qu'on va avoir des résultats. Et on oublie que chaque étape est importante parce que même quand on recorde les données, c'est important de se dire, tiens, parce que je prends un exemple pour ceux qui utilisent certains logiciels. Peu importe si on utilise Stata, il faut créer ce qu'on appelle un do file. Donc, c'est un peu comme une espèce de document. Le do file, c'est ce qu'on conseille aussi aux chercheurs. Lorsqu'on crée un do file, il faut le sauver parce que chaque code qu'on insère, ça va nous aider plus tard. Mais si à chaque fois qu'on travaille,
on ne sauve pas ces codes, on doit recommencer parce que une fois qu'on ferme le logiciel, on n'a plus les informations. Il faut encore revenir créer un do file et ça prend vraiment du temps et on doit à chaque fois se rappeler du code. Et imaginons que, parce que les outils, quand on ne les utilise pas, on oublie, il faut le dire. Donc imaginez que quelques années plus tard, vous voulez refaire la même enquête, mais vous n'avez plus les codes. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez recommencer, alors que si vous dites, voilà, j'ai des formules et tout, je change juste les noms et j'ai déjà mes résultats. Donc, en fait, c'est ce travail-là, je me dis, le chercheur, il doit le faire continuellement parce qu'on est amené à le faire, peu importe, même si ce n'est pas toute cette documentation qu'on doit remplir, mais même au niveau de la façon dont on travaille, comme je disais, que ce soit le do file, que ce soit le script sur R, il faut avoir une trace de ce qu'on fait. Parce que ça nous aide toujours à mieux travailler, à gagner en temps aussi. À gagner en temps. Merci. Bonjour. Merci pour la présentation et l'opportunité qui nous est donnée vraiment d'enrichir nos connaissances. Alors, j'ai 2 questions. La première porte sur les caractéristiques des données pseudonymisées ou anonymisées. Vous avez vraiment insisté là-dessus et vous avez également signifié qu'avant d'intégrer les données sur la plateforme, il est essentiel vraiment que ces données soient pseudonymisées. Et ma deuxième question concerne l'accessibilité des données pour des chercheurs qui ont une thématique dont les données sont effectivement disponibles sur la plateforme. Est-ce que c'est coûteux ou doit-on payer ou c'est vraiment accessible gratuitement? Merci. Donc, pour commencer, par rapport aux données, en fait, les différentes techniques pour protéger les données, en fait, c'est vraiment important parce que lorsqu'on a affaire à des données sensibles, donc des données qui touchent, qui font en sorte qu'on peut facilement identifier quelqu'un, parce qu'imaginons qu'on enquête sur des gens qui ont une maladie particulière, on sera obligé de prendre des informations de ces personnes, mais qu'est-ce qu'on fait de ces informations? On ne peut pas divulguer, mais même la façon dont on les traite, ça veut dire que même le support sur lequel on sauve ces informations, c'est important. Est-ce que si je laisse mon ordinateur qui vient à accès aux données de ces personnes-là, si peut-être ce sont des personnes, même si ce n'est pas au niveau des hôpitaux, si ce sont des informations de la CAF, donc ça veut dire que quelqu'un peut venir, mon ordinateur est ouvert, il voit bien les noms, les adresses, il peut avoir accès. Donc tout ça, c'est important de prendre des précautions pour ces données. C'est pour ça que j'insiste sur les différentes, que ce soit, donc dire, faites toujours la différence entre anonymisé et pas, on va dire pas anonymisé, mais pseudonymisé, parce que bon, anonymisé, là, ça veut dire qu'il y a vraiment, si ça a été bien appliqué, il n'y a pas la possibilité de retrouver ces individus. Ça, on va dire vraiment, c'est ça au cas de l'anonymisation. Et au niveau de la pseudonymisation, on va juste supprimer, agréger certaines informations, mais si on a d'autres informations supplémentaires en croisant les données, on retrouve ces individus. Donc, ce qui fait que ces données, on dit toujours, il faut prendre les données pseudonymisées. Il faut faire attention parce que ça reste toujours à caractère personnel. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à confondre. Une fois qu'ils ont pseudonymisé les données, ils se disent non, les données sont anonymisées. Non, les données ne sont pas anonymes. Parce que, justement, selon la législation, la loi, dans la réglementation sur la protection des données s'applique toujours à ces données. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre des précautions pour ces données-là. Ça, c'est pour votre première question. Alors, pour la deuxième, je dirais que du moment où c'est ouvert aux chercheurs, la seule contrainte, c'est faire la demande, d'écrire son projet, mais il n'y a pas, c'est pas coûteux en termes, donc c'est gratuit. On va dire comme ça. La seule contrainte, c'est voilà, remplir, comment on dit ça, justifier voilà sa demande. Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour votre brillante présentation. J'avais 3 questions, mais vous avez déjà répondu à une première question qui concerne les coûts. Est-ce qu'il y a des coûts qui sont liés, par exemple, à l'accessibilité des données? Donc, je vais poser mes deux autres questions.
La première question, c'est au niveau de, comment dirais-je, par exemple, pour un chercheur qui accède aux données, est-ce qu'il doit mettre la source de ces données, il doit mettre simplement projet d'eau? C'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est vrai que vous avez insisté sur les données quanti. Pour un chercheur qui a des données quali, est-ce qu'il doit faire la même procédure de diffusion? Donc, pour la première question, je dirais que non, il ne faut pas dire projet d'eau parce que, comme je l'ai dit, projet d'eau n'a pas, comment dirais-je, n'est pas producteur de ces données-là. Donc, ce qui fait que, bon, c'est pas grave. Projet d'eau ne s'attribue pas, donc ça reste toujours la propriété je ne sais pas si vous voyez, c'est vrai que je n'ai pas mis un mot de présentation, mais bon. Donc, projet d'eau ne s'attribue pas la propriété, voilà. Donc, on dit les auteurs et producteurs gardent la propriété de leurs données. Il faut préciser les sources. La source, ce n'est pas projet d'eau. Projet d'eau vous permet d'accéder à ces données. Mais ce sont des données, par exemple, si c'est l'INSEE qui est producteur des données, vous devez préciser l'INSEE. Ça, c'est votre première question. Maintenant, la deuxième concernant des données quali, j'ai dit il y a la possibilité aussi de déposer des données qualitatives. On peut passer par Bicali et c'est le CDSP qui s'en occupe. Après, je dirais que c'est plus ou moins la même procédure parce qu'il n'y a pas que le CDSP, il y a NACALA parce qu'il faut aussi savoir que il y a deux infrastructures de recherche étoile. Il y a Projet d'eau et il y a Humanum. Projet d'eau est plus pour les données quantitatives et Humanum à travers NACALA pour des données qualitatives. Donc, il n'y a pas que Projet d'eau, il y a un peu comme j'ai montré, il y a différents entrepôts. Aujourd'hui, parce que c'était Projet d'eau, parce que c'était l'objet de ma présentation, donc j'ai insisté sur Projet d'eau. Mais sinon, il y a différents entrepôts. Donc, ce qui fait que quand vous déposez, il y a toujours, si c'est un entrepôt, je dirais comme ça, sérieux, je dirais, il faut toujours renseigner sur les métadonnées, c'est important. Parce que de toute façon, cette documentation est essentielle pour vous, pour qui va utiliser ces données-là plus tard. Bonjour. Est-ce qu'il existerait un entrepôt d'entrepôts? Je ne sais pas si je suis claire. Vous avez parlé de NACALA, de Projet d'eau et autres, mais est-ce qu'il y aurait un endroit où on peut voir où est-ce qu'on peut trouver ces données, comme la Banque mondiale des données, par exemple, où il y a pas mal de données? Est-ce qu'il y aurait un endroit où il y a tel jeu de données est présent dans Projet d'eau, tel jeu de données est présent dans NACALA, etc. Je dirais répondre comme ça, ce serait plus ou moins compliqué. Il faut se rapprocher des différentes plateformes parce que il y a aussi il y a des sites qui font un peu un regroupement des différents entrepôts où on peut trouver, mais ça dépend de ce qu'on cherche comme données. Je prends un exemple, on ne sait pas qu'il y a que tel projet d'eau qui existe. On sait juste qu'on saisit une information sur Google, je cherche des données sur, je ne sais pas moi, les conditions de travail. On aura différentes informations qui vont apparaître, donc, parfois, il peut y avoir un fil conducteur. Donc, en cherchant, on se retrouve en train de trouver des données ou se retrouver sur que tel est. Mais quand je dis qu'il faut se rapprocher, ça veut dire si par exemple vous venez à la PUD, c'est pas pour faire la publicité de la PUD, mais si vous venez à la PUD, il y a la possibilité de vous aider dans l'accès à vos données. Si ce n'est pas, et comme je dis toujours, même si au niveau de la PUD, on n'a pas peut-être des informations, pas qu'on n'a pas des informations, mais au niveau de, on ne peut pas trouver les données au niveau de Projet d'eau, on peut vous aider à trouver ailleurs. On peut vous orienter vers Humanum, on peut vous orienter vers d'autres sources de données, si je peux dire comme ça. Donc ça fait que, et puis ça évite aussi, au lieu de chercher soi-même à chaque fois les données et tout, il suffit juste de se rapprocher d'un pôle, d'une plateforme pour être mieux conseillé.
Donc voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais c'est ce que je peux dire à ce sujet. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc laisser la place et la parole au directeur de la Maison des sciences de l'homme, mais qui aujourd'hui assume le rôle de chercheur en nous présentant, voilà, il va nous présenter l'ingénierie du sensible.